par perspective libre, j'avais interrogé Roberto Lavagna, l'homme qui a sauvé l'Argentine, l'homme qui a dévalué. Il avait fait un plan budgétaire dans lequel, quand l'Argentine reviendrait sur les marchés, on attendrait 6 mois pour lui reprêter parce qu'elle avait fait défaut. Lui, il a cru à la vengeance des marchés parce que M. Lamy, parce que des amis de M. Lamy, parce que toute cette oligarchie lui l'avait même menacé personnellement. Vous savez en combien de temps ils ont prêté à l'Argentine après son retour sur les marchés? 3 jours. Ce sont des affairistes. Et un affairiste ne peut pas se permettre la rancune. Pierre-Yves Rougeran, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter pour les lecteurs ainsi que définir votre action. Alors, je suis président du Cercle Aristote, qui est une association d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on organise une conférence signature par semaine à Paris, qui sont filmées, retransmises pour la majorité. Et nous essayons de faire venir sur écrit des gens de différentes tendances et de différentes spécialités, ce qui fait des conférences assez diverses en matière de thèmes, littérature, philosophie, géopolitique, stratégie et autres. Et cette association, disons, a pris une certaine importance parce qu'une conférence signature, ça fait beaucoup de travail, il va venir quelqu'un toutes les semaines. Et à partir de cette association, on a sorti une revue, la revue Perspective Libre, qui va avoir en mai prochain son 11e numéro. Revue, elle est devenue maison d'édition maintenant, donc nous sortons des ouvrages, là on en sort 4. Pourquoi Marx a-t-il échoué de l'économiste Norman Palma, Vladimir Bonaparte Poutine du philosophe Yannick Jaffray sous-titré Essai sur les fondateurs de République, Le Marteau, qui est un roman initiatique de Jean Rochdy, et Apocalypse du progrès, qui est un ouvrage d'histoire des idées de mon ami Pierre Delacôte. Et disons que je suis connu d'une partie de la blogosphère pour être également l'auteur de l'ouvrage Enquête sur la loi du 3 janvier 1973 paru aux éditions de Jardin des Livres, qui est revenu sur la fameuse affaire dite de la loi du 3 janvier et qui, en tout cas de l'avis majoritaire, pas de l'avis général, mais de l'avis majoritaire, a un peu clos le débat sur cette affaire-là. Grosso modo, je suis, en tout cas dans l'aspect militant de ma vie, je suis avant tout un dirigeant associatif, un directeur de revue, de maison d'édition et un auteur. Grosso modo, je fais ce qu'on appelle plutôt du métapolitique. Même si le terme n'est pas très bon. Alors on va parler un peu d'économie et de géopolitique. Dans une récente conférence sur l'impérialisme, vous expliquez que les États-Unis ont atteint l'imperium mundi dans les années 90 et vous précisez qu'ils ne le retrouveront jamais et que d'ailleurs aucun État ne retrouvera jamais cet imperium mundi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, pour une raison qui est simple, qui est propre aux géopolitiques impériales. Si vous voulez, la plupart des empires meurent par une extension trop grande de leur ligne de front par rapport à leur capacité logistique. C'est en partie de ça, je dis bien en partie, parce que Rome est morte de plusieurs choses. Elle est morte d'une crise financière, elle est morte de plusieurs choses. Et elle est morte surtout d'un non-renouvellement militaire. Or, les États-Unis ont été le seul empire indiscuté après la chute de l'Union soviétique. Ils avaient ce que Brzezinski appelle les 4 grands pouvoirs, économiques, militaires, diplomatiques et culturels. Ils les avaient à un stade où personne ne les a eus avant eux. C'est-à-dire qu'à travers la monnaie du monde, qu'est le dollar, ils peuvent orienter le droit mondial. La monnaie, c'est du droit objectivé. L'arme culturelle, je ne vous fais pas un dessin.
Donc, à travers l'armée culturelle, vous avez l'ingénierie des perceptions. Et donc, vous pouvez mettre vos mots et vos images dans la tête de vos potentiels concurrents, voire de vos potentiels ennemis. Et quand vous définissez les canons d'une époque, fondamentalement, quand vous faites sentir à l'ensemble du monde qu'il est barbare et qu'il doit vous ressembler pour atteindre un certain niveau de civilité, vous avez gagné d'un certain côté. Moitié du budget militaire mondial et réseau diplomatique le plus dense, appuyé en plus sur la puissance de la langue anglaise. Donc si vous voulez, avec en plus, par la stratégie de conquête par le libre-échange, des classes comprador obéissantes aux quatre coins du monde. Je donne un exemple très simple, le Venezuela avant Hugo Chavez, 95% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, 5% de très riches et 3% de très très riches au sein de ces 5%. Totalement pro-américain. Et d'un côté, comme Régis Debray, qui dans ce cas comme dans d'autres a souvent tout dit, la puissance de l'Amérique, c'était qu'on voulait tellement leur ressembler que vous étiez toujours face à eux à deux doigts de trahir. Les Américains peuvent vous faire des Sino-ricains, des Arabo-ricains, des Afro-ricains, comme ils avaient fait Jean Monnet, Franco-ricains, surtout ricains d'ailleurs. Mais cette puissance-là, cette puissance coagulante, qui n'est pas propre à tous les empires. Vous avez des empires ethnocentriques, empire germanique. Mais les Américains, parce qu'ils ont défini leur mode de vie en patchwork, c'est-à-dire grosso modo, vous pouvez être américain, un serment au drapeau, la Constitution, vous n'avez même pas besoin nécessairement de comprendre l'anglais ni de le parler, il n'y a pas de culture à apprendre, etc. Vous pouvez devenir américain très rapidement si vous voulez. Et ce faisant, cette facilité de comprendre que l'American Way of Life vous permet d'acquérir, fait de n'importe qui un collabo potentiel. C'est une puissance hors du commun. Même Rome n'a pas connu ça. Pour moi, cette époque-là s'est terminée. Elle s'est terminée beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Elle s'est terminée, à mon avis, quand Evgeny Primakov commence à réformer la Russie. Evgeny Primakov annonce Poutine. Et quand la Russie revient, c'est fini. Et quand la Chine entre dans l'OMC, c'est définitivement fini. Pour le coup. L'Amérique a vu ses quatre pouvoirs trouver leurs limites en même temps à peu de choses près. Elle s'est rendue compte que sa théorie du zéro mort a rendu inopérant l'armée la plus puissante que le monde ait connue. Simple, hein, Mogadiscio. Quand les Américains, pour un seigneur de guerre, perdent, je crois, 2 ou 3 hélicoptères Faucon Noir, plus, je crois, 16 soldats à peine, l'opinion américaine se retourne contre Clinton, alors que celui-ci, pour se venger ses hommes, a balancé 3 bombes au centre de Mogadiscio qui ont tué 6000 personnes, donc tout le monde se fout d'ailleurs. Et, vous voyez, 16 personnes. Je crois qu'il a perdu entre 16 et 20 soldats. L'opinion ne veut plus. Cette intolérance à la mort fait que n'importe quel outil militaire, ou alors il faut le robotiser entièrement, ce qui est impossible, vous pouvez utiliser les drones, mais vous ne pouvez pas tout faire aux drones. Les drones, c'est pour la surveillance et les assassinats. Point. La collecte de données et l'élimination ciblée. Et 2 ou 3 utilisations plus techniques. Mais fondamentalement, l'armée américaine est un géant pied d'argile. Ça se voit dans les campagnes ratées que sont l'Irak, l'Afghanistan c'est une catastrophe, l'Irak c'est une catastrophe. Citez-moi une guerre depuis la guerre de Corée que les Américains ont gagné. Et ne citez pas Panama, je vous dis, c'est pas une guerre ça. C'est pas une guerre, c'est une promenade de santé améliorée. C'est comme si vous me disiez que quand Blackwater, à l'époque, l'Académie s'appelait encore Blackwater, je crois, débarque à Haïti, que c'est une victoire militaire. Faut pas déconner quand même. Faut être sérieux dans la vie. Par un phénomène qui est souvent connu en histoire coloniale,
les puissances qui ont vécu l'impérialisme culturel ont retourné le discours occidental. Par exemple, en utilisant la notion d'authenticité. Ce qui ressort beaucoup, par exemple, des chaînes satellitaires arabes, qui ont utilisé les moyens de CNN pour un discours opposé, qui n'est pas un discours autonome du discours occidental. C'est pour ça que c'est encore une marque de coloniser, fondamentalement, intellectuellement. Mais certaines nations ont un discours totalement autonome. C'est largement le cas de la Russie de Vladimir Poutine, et c'est de plus en plus le cas de la Chine. Donc, si vous voulez, et n'oubliez pas qu'en termes d'ingénierie des perceptions, même si c'est à usage purement interne, ce qui produit le plus de films aujourd'hui, c'est pas Hollywood, c'est Bollywood, c'est les hindous, même si pour eux, c'est à titre uniquement interne. Mais l'Occident n'est pas entré dans leur film. C'est ça le prix. Bon. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin, sauf à utiliser, si vous voulez, l'empire du management, tout ça. On ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes d'ingénierie des perceptions sans passer par le contrôle direct. C'est-à-dire par l'utilisation de procédés qui sont beaucoup plus proches de certains mythes militaires comme le lavage de cerveau ou autre. Donc si vous voulez, l'arme hollywoodienne telle qu'elle est actuellement, elle va peut-être se renouveler dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est limite. L'arme diplomatique, les Américains ont pris de très sérieux revers en pleine figure, dont l'Irak est le plus éclatant, mais c'est pas le seul. Ils se sont empêtrés, ils s'empêtrent en Syrie, ils s'empêtrent en Ukraine. Alors en Ukraine, c'est pas totalement leur faute, ils suivent la Reich chancelière, bon, elles s'empêtrent aussi. Et surtout, ils reculeront en mer de Chine, qui est l'une des zones majeures des conflits de l'avenir. Ils reculeront, nécessairement. Et le pouvoir technologique qu'ils ont, oui, ils ont encore 10 ans d'avance sur bien des choses. Mais leur pouvoir technologique ou techno-économique a été détruit par leur voracité. N'oubliez pas que à la base, c'est un peuple protestant qui a le goût du travail, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un peuple de jouisseurs qui vit par Wall Street. Wall Street, il n'y a pas de travail. C'est pas de l'économie créative. Vous n'êtes pas chez Schumpeter, vous n'êtes pas chez Eric Reinert. Là, vous êtes chez des gens qui ne jouent même pas avec des chiffres, qui laissent la machine jouer à la nanoseconde avec des chiffres. Trading à haute fréquence. On est très très loin des valeurs que l'Amérique a toujours dit être ses valeurs fondatrices. À tort ou à raison. On est très loin. Et fondamentalement, je ne vois pas comment ils vont se sortir de ça. Quand vous voyez les indicateurs, je vais vous donner un indicateur simple. La Chine produit plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs par an. La France, 20 000 je crois, quelque chose près. Les États-Unis, moins de 8 000. Alors on peut investir beaucoup dans le... Ça ne veut pas dire, moi je ne suis pas dans le discours, les États-Unis vont mourir, c'est pas ça. Un pays qui a plus de 3% de PIB en recherche et développement ne meurt pas. Pas ça. Si vous voulez, il faut sortir à tout prix de cette pensée, soit on domine tout le monde, soit on n'est que dalle. La Corée du Sud a une politique autonome et elle n'est pas que dalle. Et elle n'est pas que dalle. Si vous voulez, ces pays-là ne sont pas rien. Un pays qui domine, certes, il a des facilités. La dernière grande facilité des États-Unis, c'est le dollar. Ça, c'est vrai. Mais les États-Unis vont pas, si vous voulez, c'est pas Mad Max. Ils vont pas devenir... voilà, ils vont pas retourner à l'âge de pierre en 15 jours, 3 semaines. C'est pas du tout comme ça que ça va se faire. Ils vont rétrograder. Point. Mais fondamentalement, leur maintien de puissance les a épuisés. Lisez Brzezinski, vous le dira. Quand il écrit sur l'élite américaine qu'elle vaut plus un paix, pas moi qui le dis, hein. Il est conseiller du prince. Et il vous dit que le prince vaut plus rien. Il a raison. Les campagnes électorales aujourd'hui, c'est très simple. Aux États-Unis, c'est celui qui met le plus d'argent est élu. Pour l'instant, il y a eu
Et fondamentalement, même s'ils sont encore capables de gros coups diplomatiques, et même s'ils sont encore capables d'avoir une stratégie, surtout face aux États européens qui eux n'ont rien, pas de pensée stratégique, même pas de volonté de vivre, que dalle. Là oui, face aux États européens, c'est des aigles. Mais face à la Russie et à la Chine, c'est des aigles comme les autres. Plus gros, c'est vrai. Pour combien de temps? Ce qui risque de leur arriver, par contre, c'est une grande dépressurisation psychologique. Parce que n'oubliez pas que c'est le peuple élu du Second Testament. One nation under God. Et ça, tous les petits Américains font un serment à ça tous les matins. Et si Dieu leur avait menti? Je travaille beaucoup sur la notion de destinée manifeste, qui est une notion politique importante aux États-Unis, et sur laquelle il existe quasiment rien en France. Nous, on est des rationalistes. Nous, on est des séculaires. Aux États-Unis, 95% de la population croit en Dieu, 97% de la population ne voterait pas pour un athée. Il faut se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. Ce ne sont pas nos cousins d'outre-Atlantique. Nous sommes des peuples différents, sur bien des points. Et surtout, leur puissance était surconsommatrice en énergie. Et pourquoi je dis qu'aucun pays n'atteindra ça? Parce que pour qu'un pays comme la Chine, que chaque Chinois atteigne le niveau de vie de l'Américain moyen, là on est dans l'impossibilité physique à ressources constantes. Peut-être qu'on va découvrir la fusion froide, peut-être que. Fusion froide, matière noire, tout ce que vous voulez. À chiffre constant, là, pour aujourd'hui, à la date de cet entretien, c'est pas possible. C'est pas possible, et la Chine qui a toujours dit avoir un marché intérieur de 300 millions d'âmes, aujourd'hui on se rend compte que c'est un marché intérieur à 90 millions de personnes, à tout casser. Alors on dit, la Chine va booster son marché intérieur. Oui, ça se décrète pas comme ça, hein, le niveau de vie et de la population. Donc vous ne croyez pas à la montée de la Chine en tant que grande puissance mondiale? Ah si. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'elle n'atteindra pas le niveau de vie de l'Américain moyen, c'est tout. Donc on va revenir à un monde multipolaire. À mon avis, je pense que c'est déjà bien acté maintenant. Et ça se joue aux portes de Damas et ça se joue aux portes de Kiev aujourd'hui. D'un côté, les Américains sont en train de le comprendre. Il faut lire leur production stratégique. Ceux qui ne le comprennent pas, c'est les Européens. Les Européens ont peur que le chien dominant américain s'en aille. Et ils ont la trouille. Les Américains, ils font des calculs. On a isolé Poutine, ça n'a pas marché. Or, Poutine, en Asie, c'est lui l'occidental d'Asie. Enfin, c'est lui, c'est horrible à dire, mais un anglo-saxon pense par le fait racial. Nous, les Français, non. Mais pour un Américain, Poutine, c'est le blanc d'Asie. Qu'on ne méprenne pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai. Quelle est la puissance qui ressemble le plus à une puissance occidentale quand vous êtes aux abords de la mer de Chine? C'est la Russie, qu'on le veuille ou pas. Bon. Et une partie des stratèges américains se demandent et si on calmait pas le jeu avec Poutine? Parce qu'ils ont plusieurs diplomaties, au moins 4, celle du Congrès, celle de la présidence, celle du département d'État, celle du Patagone. Et au sein de ces 4 diplomaties, ils ont des groupes de pression, qui sont plutôt sur telle ligne ou telle ligne. Ce qui leur fait une stratégie mouvante, avec des buts qui sont toujours les mêmes, se maintenir à tout prix. Mais ils peuvent évoluer stratégiquement rapidement. Ils ne sont pas idéologues comme le sont les Européens, comme le sont les braves journalistes du Courrier International, qui après avoir fait Poutine en vampire, là viennent de sortir une couverture à pas piquer des hannetons, vous l'avez en Vito Corleone. Qu'ils essayent avec un dirigeant d'une autre nationalité, ils tomberont et ils pourront tomber sous les lois qui limitent la liberté d'expression en France. Ça me fera bien marrer. Parce que Poutine, comme tous les Russes, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Mais fondamentalement, les Américains aujourd'hui savent que s'ils affrontent la Chine, parce qu'aujourd'hui c'est leur obsession stratégique, la Chine 2050, ils ne pourront pas se taper les Russes et les Chinois en même temps. Ils n'en ont plus les moyens, ils le savent très bien. Donc c'est soit l'un, soit l'autre.
Quand vous lisez le dernier ouvrage de Brzezinski, qui n'est pas encore traduit, c'est ce qu'il vous dit. On ne peut pas affronter les deux à la fois. Or la Chine sera puissante. C'est indubitable. Mais elle redeviendra la première puissance parmi d'autres puissances. La Chine, elle est forte par une certaine agressivité, mais elle est surtout, la Chine avant tout est forte par sa taille. Mais avant tout, la Chine est un problème, pas pour nous, mais pour elle. En termes de logistique, imaginez ne serait-ce que les réseaux d'adduction d'eau dans une ville comme Pékin. C'est au-delà de ce que même Bouygues est capable de construire. C'est pour ça qu'il y a des quartiers qui ne sont pas encore raccordés à l'eau. Vous imaginez, je vous rappelle que 80% du territoire chinois est inhabitable. Des aires de glace au plateau. Ça veut dire que vous avez sur une bande de terre, il y a quelqu'un qui connaît très bien ce monde-là, je vous renvoie à ces vidéos, qui est quelqu'un de très bien, qui s'appelle Hervé Julin. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'envoient plus d'expatriés avec enfants en Chine, de peur d'être traînés en justice par les parents le jour où le gamin aura une maladie pulmonaire. Ce qui arrive de plus en plus aux petits Chinois. D'ailleurs, l'actuel président du PC Central avait une, même si c'est un homme très très mesuré, d'ailleurs il a fait toute sa carrière en le voyant, quand on le connaît. Il a eu une phrase terrible un jour. Il a dit « si la Chine était morte avant d'être riche ?» Parce que la Chine sera puissante. Mais est-ce qu'elle sera riche? Pas dit. D'un point de vue environnemental et énergétique, pas dit. Voilà. Mais surtout, ce que moi je veux éviter, c'est qu'on nous fasse le coup de l'Europe intégrée contre le péril jaune. La Chine a des volontés agressives en termes de captation de technologie, d'espionnage industriel. Oui. Et alors? L'Allemagne aussi. Les États-Unis aussi. Il n'y a pas de raison de remonter. C'est terminé, capitaine Denry. C'est terminé. Péril jaune, c'est terminé. La multipolarité se repose sur une notion diplomatique qui est très présente dans la pensée hindoue, qui est la notion de tempérance. Il faut prendre les Chinois tels qu'ils sont, avec leurs problèmes. Alors oui, ils en rajoutent du coude, ils sont forts en gueule, ce que vous voulez. Mais ils ne sont pas le premier problème stratégique de la France. Et moi je refuse, comme certains milieux de la défense le veulent, qu'on me fasse le coup, comme on n'ose pas regarder les Américains dans les yeux et comme on n'ose pas regarder les Allemands dans les yeux, de reconstruire une certaine fierté occidentale sur le dos de la Chine. En tout cas, ça sera sans moi. Parce que ça, c'est la dernière escroquerie à la mode. Et concernant la Russie, quel rôle va-t-elle jouer dans les 10 prochaines années? Ça va dépendre ça va dépendre de comment on va mordre la main de Vladimir Poutine. Poutine, alors attention, il ne faut pas se méprendre sur l'eurasisme de Poutine. Parce qu'il y a des gens, Douguine, tout ça. Oui, Douguine, ça existe. Les vieux croyants, ça existe en Russie. Les Eurasiens, ils existent depuis 2 siècles et demi en Russie. Mais pour Poutine, il faut que vous compreniez une chose. Poutine a vu mourir 2 fois la Russie. Il l'a vu mourir en 1991, la chute de l'URSS. Il était attaché militaire en Allemagne à cette époque. Et il a failli être lynché avec tous les membres de l'ambassade du RSS en Allemagne de l'Est. C'est décrit dans ses mémoires. C'est un événement traumatique pour lui. C'est pour ça qu'il veut l'État. Il veut que l'État russe soit fort. C'est un événement traumatique pour lui. Il le dit, il est conseiller militaire d'ambassade, il appelle les gardes de l'ambassade, personne ne répond. Il appelle l'armée, personne ne répond. Et il y a les Allemands au courage retrouvé après avoir été occupés 40 ans sans moufter. Eux, nous on a moufté quand on a été occupés 4 ans. Eux, non, quasiment pas. Et là, devant 5 personnes dans une ambassade, le peuple allemand a retrouvé son courage. Facile de lâcher 5 mecs. Il l'a vu mourir là, et il l'a vu mourir à la crise de 98. Donc, Poutine utilise l'aspect eurasiste comme d'autres discours sur le nationalisme russe, sur l'Église orthodoxe, etc., pour refaire une grande identité russe, qui est à la fois un modus intellectuel pour son régime, mais également ce dont la Russie avait besoin. Regardez l'action qu'il a fait par rapport à l'hymne et au drapeau. Il a repris le drapeau russe, mais il a gardé l'air de l'hymne soviétique. Il en a changé les paroles. L'union des mémoires, ce qui est de toute façon en accord avec la mentalité de l'orthodoxie. C'est très difficile de culpabiliser un orthodoxe.
Parce que dans l'orthodoxie, une fois qu'un homme est mort, il est mort. Le pardon se joue ailleurs. Donc c'est pas un Français qui n'a plus de catholique que la culpabilité et dont on peut venir le gratter avec différentes époques de son histoire. En orthodoxe, ça marche pas comme ça, culturellement. Or, fondamentalement, Poutine joue l'apaisement avec l'Ouest, depuis quasiment le début. Il a utilisé le 11 septembre pour faire une paix blanche par rapport à la guerre contre le terrorisme, car il faut savoir que le terrorisme caucasien et tchétchène était une arme des Turcs, des Anglais, des Américains contre la Russie, ce sur quoi les Américains ont dû se retirer quelque peu, les Turcs et les Anglais jamais. Jamais. Mais les Américains s'en sont retirés au nom de la lutte contre le terrorisme, que Poutine a utilisé très intelligemment. Il a tenté l'apaisement avec l'Europe. Relisez ses déclarations, dont certaines sont parues dans le Spiegel, à plusieurs reprises. La seule chose qu'il n'a jamais eu de main tendue. Il a gardé la main ouverte. À force de vous faire cracher au visage, à la fin, la main, vous la fermez. Il n'est pas plus con qu'un autre. Puis surtout, il a la puissance, et il a la volonté de puissance. À prendre dans le sens réel et philosophique du terme. La volonté de la puissance et la volonté de perdurer dans son être. Chez Nietzsche. C'est pas du tout un truc de Nasbrock et de Bâle. Poutine, c'est ça. Alors soit il va aller directement vers l'Asie, parce que à la fin, quand on voit maintenant on en est à fomenter des révolutions colorées avec les skinheads de Sloboda, il faut arrêter de déconner. On a vidé les tribunes des hooligans pour pouvoir monter une opération comme celle-là. La Reichschancelière n'a pas à être très fière de son action. Et d'avoir utilisé les habituels, quoi. Khodorkovsky, à peine libéré de prison, comme quoi la mansuétude de Poutine parfois lui joue des tours, et qui a affrété un avion pour qui? BHL, arrivé sur le tarmac, qui était là pour l'accueillir, Raphaël Glucksmann. Ok, fermez le banc. Hein, c'est déjà Raphaël Glucksmann BHL, c'est déjà le duo qui a mis la merde en Yougoslavie, qui a mis la merde au Rwanda, qui a mis la merde partout. Voilà. C'est à force de se faire mordre par l'Ouest, Poutine ira de plus en plus vers l'Asie, même si il gardera toujours un regard vers l'Europe pour deux raisons. Premièrement, il n'a pas envie que l'Union occidentale, que l'Europe occidentale devienne une zone d'instabilité à sa frontière. Ce qui, pour beaucoup de stratèges russes, va arriver avec les événements. Ça, faut lire la littérature russe. Pour eux, il y aura des guerres raciales et ethniques dans les pays européens. À tort ou à raison, je vous dis tel qu'eux le pensent. Ça, c'est un thème je vous renvoie aux très bons écrits une vraie spécialiste de la Russie qui a dû s'exiler aux États-Unis parce qu'en France, elle ne l'écoutait pas comme elle le mérite, Marlène Marvel. Voilà. Ça, c'est un thème qui est très présent chez les Russes. Et pour eux, ces multiples guerres en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, vont faire une zone d'instabilité. Donc Poutine regarde ça, premièrement. Deuxièmement, Poutine a peur de la Chine. Comme tout le monde. Pas parce que la Chine est agressive, parce qu'elle est énorme, c'est tout. C'est tout. Rappelez-vous ce mot d'un sultan ottoman quand la Russie était très faible au XIXe siècle. Et on avait demandé au sultan pourquoi, le sultan, je ne me rappelle plus le grade de l'officier, je crois que c'est le grade de l'homme, je crois que c'était sultan, mais c'est vérifié. Il dit mais pourquoi vous n'attaquez pas la Russie? Elle est faible. Il dit mais parce que son cadavre suffirait à nous tuer. Son cadavre tombant suffirait à nous tuer. Mais la Chine c'est aussi ça. C'est un pays qui est énorme. Voilà, et la Russie, ne serait-ce que par rapport à la Sibérie au fleuve Amour, 600 000 Russes d'un côté, 60 millions de Chinois de l'autre, faites le calcul. Voilà, même moins que 600 000 Russes, même moins. Donc, alors, il y a au moins 600 millions de Chinois juste au sud du fleuve. Donc ça dépendra comment on va traiter Poutine. C'est à nous d'être intelligents là-dessus, parce que sincèrement, pour avoir lu les textes qu'il a produits, pour avoir vu ce que les Russes ont tenté de mettre en place, on ne peut pas lui demander de faire un pas de plus.
C'est à nous peut-être de penser ce que la diplomatie du crachat nous a coûté ces 15 dernières années. Plutôt. Quel intérêt aurait la France justement à se tourner vers la Russie? Moi j'y vois 3 intérêts majeurs. Ensuite, parce que je sais ce qui traîne sur ma personne, moi je ne suis pas du tout un russolâtre ou un poutinolâtre. J'ai le droit d'aimer la Russie à titre personnel. Parce que par exemple j'aime beaucoup les chœurs de l'Armée Rouge, je le dis tout de suite. Voilà, bon, quand à 3 ans vous écoutez les chœurs de l'Armée Rouge, vous n'écouterez jamais Diams. Voilà, j'aime la Russie culturellement. Mais quand je vois que des gens disent, certains ont écrit, une sorte d'agent russe, il faut arrêter de déconner. Moi j'aime la Russie parce que c'est l'intérêt de la France. Point. L'intérêt de la France serait d'adorer la Suisse, j'adorerais la Suisse. D'ailleurs, j'aime beaucoup la Suisse. Pourquoi c'est l'intérêt de la France, justement? Pour au moins 3 raisons. Premièrement, il faut enserrer l'Allemagne. À tout prix. Parce C'est que... la stratégie de revers bien sûr. typiquement française. Exact. Il faut enserrer l'Allemagne parce que l'Allemagne redécouvre en même temps que l'hiver démographique son agressivité naturelle. Je vous renvoie à un très bon ouvrage, France-Allemagne, la rupture, d'Alain Favaletto, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'Allemagne, ça roule. Il y a de plus en plus de gens qui aiment l'Allemagne au fur et à mesure que les Français parlent moins en moins allemand. Moi j'ai la chance d'avoir des germanistes dans mon équipe, donc je sais exactement ce que les Allemands écrivent. Et j'invite les gens à s'en méfier. Quelqu'un que d'ailleurs vous avez interrogé, très intéressant là-dessus, Pierre Hillard. L'Allemagne, et c'est la pensée germanique, ne peut pas concevoir la notion d'allié, même temporaire. C'est soumis ou non soumis. Moi j'ai négocié en face des Allemands. Donc on ne vient pas me dire que je ne les connais pas, je les connais mieux que la plupart des gens dans le camp national qui les aiment. Mais qui les aiment pour de mauvaises raisons, en général. Or, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, nous avons besoin de jouer la carte eurasienne dans le cadre d'un retour de la diplomatie française, au même titre que d'autres. La carte latine, Italie, Espagne, Amérique latine. Je vous rappelle qu'il y a des pays entiers qui attendent la France depuis des décennies. Quand vous voyez la contribution de la France à la fondation d'un pays comme l'Argentine, comme le Chili, eux ils s'en rappellent, nous moins. Et la carte francophone, et la carte pacifique. Contrairement à l'Allemagne et à toutes les autres puissances, quasiment toutes les autres puissances européennes, nous sommes puissance pacifique. Et le Pacifique, c'est l'avenir. Ensuite, que le vieux continent... Ensuite, la carte européenne, ça ne sert plus à grand chose de la jouer, vu que quand vous voulez voir l'avenir de l'Europe, vous voyez les courbes démographiques. Point. Alors, nous pouvons nous en sortir si nous nous désarrimons du continent. Pas physiquement. On va prendre ça au premier degré. Mais fondamentalement, tout ce qui est la construction européenne, etc., c'est la construction germano-américaine. C'est de ça dont on doit sortir. Et la carte eurasienne est une des cartes qu'il faut jouer pour notre indépendance énergétique et aussi pour avoir un accès aux briques. Enfin, j'aime pas les appeler BRICS parce que c'est du vocabulaire de la gestion de fonds. C'est Goldman Sachs qui les a appelés comme ça. Mais pour avoir accès aux nouveaux émergents. Le grand partenariat technologique de l'Eurasie, c'est entre la Russie et l'Inde. Nous, on a un mal fou à négocier avec les Hindous, comme beaucoup de gens. Parce que c'est un peuple, c'est pas un peuple fermé, mais c'est un peuple qui a une très grande confiance entre soi. La Russie peut nous aider là-dessus, comme nous pouvons les aider en Afrique, où pour le coup, les Russes sont très maladroits. Très très maladroits. Il faut qu'on retourne dans l'Eurasie pour pouvoir retourner dans le Pacifique à terme. Ça, c'est la deuxième grande raison. Troisième grande raison, c'est ne serait-ce que pour que la chute relative, comme je vous l'ai dit, des Américains, se fasse dans la douceur. Il faut avoir d'autres piliers de puissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre l'axe atlantique d'un coup. Déjà, ça ne se fera pas. Alors moi, je veux bien qu'on soit anti-américain au dernier degré. Moi, la réalité de la construction européenne, je l'ai écrit sous mon nom avec ma gueule. Donc, ça m'a valu suffisamment d'emmerde. Mais on ne peut pas
on ne peut pas partir dans une idéologie de guerre à mort avec les États-Unis. La plupart des gens qui le veulent ne peuvent pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils boivent un coca de temps en temps, parce qu'ils vont au McDo de temps en temps, et parce que quand ils vont voir des films, ils vont pas que voir Amélie Poulain. Faut pas déconner. Bon, bien. Alors la guerre à mort, ça se vit tous les jours. Ça, c'est des idéologies de profs, ça. Pas de soldats. Voilà. Parce que si l'Amérique est laissée toute seule au moment où elle va chuter, sans contrepoids, elle est infiniment plus dangereuse. Parce qu'un animal blessé est dangereux. Il faut faire voir aux Américains qu'ils vont avoir besoin, eux, ils se conçoivent comme le peuple de l'élection, donc ils n'ont pas besoin d'alliés. Le peuple élu n'a pas besoin d'alliés. Qu'ils vont devoir penser et respecter les gens. Un petit peu plus que ce qu'ils ont fait. Mais il ne faut pas les isoler, et pour ça il y a besoin d'un pôle fort, et ce pôle doit être fait avec la Russie. Et pas contre les Américains, parce que déjà on ne définit pas un projet uniquement avec des cibles. Ça c'est pas vrai. Il faut un contenu positif dans les choses. Et je pense que c'est le meilleur moyen de retrouver une société interétatique, pacifiée. Une sorte de Westphalie planétaire. Je pense que c'est ces trois grandes raisons-là. Et d'un côté, parce que c'est le projet de Poutine. Il est westphalien, fondamentalement. Ou néo-gaulliste, si vous voulez. Terme d'ailleurs très utilisé par son si séduisant patron du complexe militaro-industriel, enfin représentant à titre gouvernemental, qui est Dmitri Rogozin. Ya Ruski gaulliste. Avec mon accent russe pas frais, je vous l'accorde. Alors si on va se centrer un peu sur la France, selon la thèse d'Éric Zemmour qu'il a pu développer dans Mélancolie française, la France s'est construite sur la volonté de redevenir la nouvelle Rome. Et selon François Asselineau, par exemple, la France a toujours été un contre-empire. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Le problème, c'est que les deux ont raison, mais on ne parle pas des mêmes années. C'est tout. On ne parle pas des mêmes temps. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, la France, comme anti-empire, c'est une réécriture tout à fait respectable et qui a des parts de vérité, particulièrement au moment où la monarchie française est en pleine possession de ses moyens. C'est une relecture bainvillienne de l'histoire de France. Moi, Bainville, ça fait partie de mon panthéon, donc ça me va. La seule chose, c'est que quand le royaume de France s'est constitué, la dignité qui est en jeu en Europe à ce moment-là, tout le Moyen-Âge rêve de l'idée d'empire parce que Rome est tombée. Et la dignité impériale, chacun essaye de la prendre pour justifier sa domination du continent. L'empereur germanique, le pape. Et le roi de France comprend très tôt qu'il n'aura pas la dignité impériale occidentale. N'oubliez pas que l'Empire romain se scinde, que la partie occidentale tombe dans les années 480 quelques, je crois. La partie orientale ne tombera qu'à la prise de Constantinople par les Turcs. Or, à ce moment-là, on se bat à coup de quoi? À coup de droit romain. Or, le droit romain, c'est le droit de quoi? C'est le droit de la République romaine, c'est vrai. Mais c'est également le droit de l'Empire romain, tout simplement. Donc, on se bat à coup de droit romain pour justifier l'indépendance du roi de France par rapport à la couronne germanique et par rapport au pape. Et donc, les légistes royaux vont dégager la doctrine de la souveraineté, qui trouvera son couronnement au moment des guerres de religion avec le camp des politiques et Jean Bodin. Mais très tôt, on va dire que le roi de France est empereur en son royaume. Ça ne veut pas dire qu'il est empereur au sens de l'impérialisme, ce qui est d'ailleurs une réalité qui n'arrive qu'au XIXe siècle, ça. Il est empereur au sens où rien au temporel ne lui est supérieur. Je suis maître chez moi. Donc si vous voulez, la France a voulu être sur les pas de Rome pour être indépendante. Et après, elle s'est faite contre les empires allemands et anglais. Mais on n'est pas sur le même segment de temps. On est, grosso modo, Moyen-Âge, début de la Renaissance, quand la France suit Rome, pour récupérer l'indépendance du droit romain, l'auctoritas et la potestas. Et ensuite,
quand la monarchie française est en acte, qu'elle est pleine et entière, grosso modo à partir de Philippe le Bel, on peut commencer à parler de la France comme contre-empire. Fondamentalement, les deux ont raison. On n'est pas sur la même période de temps. Et d'un côté, l'épopée napoléonienne fausse un peu les cartes. Parce qu'en même temps, nous avons toujours été contre-empire, oui, mais nous avons soumis les 2 tiers de l'Europe. Parce que fondamentalement, il y a l'ambiguïté Bonaparte-Napoléon. Bonaparte, fondamentalement, il termine la Révolution. Il termine la Révolution sur 2 points. Il réaménage l'État et il consolide certains acquis de la Révolution, et entre autres l'affaire des biens du clergé. Ensuite, il y a l'élan Bonaparte. Alors que, je vous rappelle ce que disait Bainville, sauf pour la gloire, sauf pour l'art. C'est une phrase très dure. Moi, je comprends qu'on puisse être bonapartiste. La seule chose, c'est que comment on gère l'aspect français dans l'empire français de Bonaparte. Il y a un bonapartisme, le bonapartisme c'est surtout forgé avec Napoléon III. Avec Napoléon III. Qui est un autre bonapartisme Tout sans à fait. l'Empire. Oui, sans l'Empire, et pour le coup, avec des idées sociales qui inspireront énormément le gaullisme. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'une des meilleures biographies de Napoléon III sera écrite par Philippe Séguin. Pas étonnant, fondamentalement. Certains ont tendance à résumer le bonapartisme à l'impérialisme. Oui, et c'est justement parce que ça a faussé les cartes. Alors que fondamentalement, quand on étudie Bonaparte, les guerres qu'il fait, pour la plupart sont des guerres de défense, fondamentalement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et ensuite, et fondamentalement, il essaye de réaménager certains des pays, Espagne, Italie. En Espagne, ça se passera très mal. Et c'est pour ça que, quand vous voyez la littérature européenne sur Bonaparte, Bonaparte est admiré, particulièrement en Russie. Il est l'ennemi fiable, il est l'ennemi à notre hauteur. Il est l'ennemi viril. Il n'est pas si vous voulez voir le contre-exemple, par exemple, pour les Russes, demandez-leur de vous parler de l'ennemi allemand. C'est pas la même admiration. Là, c'est l'ennemi vil. Parce que c'est les... Pour eux, la dernière fois qu'ils ont frotté les Allemands, c'était les Einsatzgruppen. Quand même. Alors, des gens qui liquident hommes, femmes et enfants. Bon. Et si vous voulez, comme on est mal à l'aise maintenant, chaque année on rajoute une époque avec laquelle on est mal à l'aise. Grâce à M. Ribes, maintenant on est mal à l'aise avec Napoléon. Avec Jospin. Oui, bien sûr. Un jour il faudra comprendre que ces gens-là ne sont ni historiens ni de vrais politiques, et on aura fait un grand pas en avant. Et fondamentalement, on se dit, et Bonaparte, par rapport à tout ça, ce grand débat, France-Empire, France non-Empire. En réalité, si vous voulez, Bonaparte, lui, n'est pas du tout dans le fait de refaire Rome. Mais il est, lui, dans une optique stratégique, c'est pour ça qu'il va en Russie, ce qui est sa plus grande erreur. De glacis protecteur, parce que Bonaparte a longtemps attendu le fait que les couronnes européennes acceptent le legs de la Révolution française. Et tant que ces legs n'étaient pas acceptés, il est allé d'avant en avant pour se constituer un glacis stratégique. Là où il a fait une erreur, c'est qu'il est tombé face au seul pays avec lequel il aurait dû négocier, ce que Joséphine d'ailleurs lui demandait, qui était la Russie, parce que la Russie ne pouvait pas accepter les legs de la Révolution. On y pratiquait encore le servage, qui n'existe plus en France, pas depuis 1789, depuis bien avant. Il n'y avait plus de servage. Il n'y avait plus de servage effectif depuis longtemps en France. Pour l'Empire russe, c'était la mort de l'accepter. Napoléon ne l'a pas compris. Mais fondamentalement, la période napoléonienne, comme c'est un empire de défense, vous me direz, tous les empires débutent par la défense, Rome aussi. Mais Rome, à un moment, quand vous avez conquis des territoires énormes, vous vous posez la question. Le seul empire par construction de l'époque moderne, c'est l'empire américain et l'empire britannique. Mis des pièces. Et fondamentalement, les deux, empire de défense ou empire d'offensive, se terminent aussi mal l'un que l'autre, fondamentalement. Et on peut dire que tous les empires se terminent mal, quelque part. Ils se terminent mal pour une raison qui est simple, c'est que vous devez maintenir, comme vous n'avez pas de frontières, vous avez un limes qui est une ligne de guerre.
Donc vous devez maintenir l'offensive. Et ça, c'est pas possible. Aucun peuple ne tient ça. Et surtout, quand les conquêtes coloniales font que vous avez une classe comprador impériale, ce qui a terminé Rome. Rome, il y avait moins de 10% de Romains dans les légions à la fin de l'Empire. Bon, ok, rideau. Quand les grandes familles romaines disent que « Ah non, on va pas sacrifier notre fils aîné », bon, ok, c'est terminé. C'est fini. Quand il n'y a plus de consentement à mourir, ça ne sert plus à rien de faire d'empire. Les Américains sont en train de l'apprendre très douloureusement, ça. Donc, si vous voulez, l'ère napoléonienne, fondamentalement, parce qu'elle est biface, Napoléon III, Bonaparte, Napoléon, c'est avant tout un incident de l'histoire dû à la période extrêmement troublée qui l'a précédée, qui est la période révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger l'histoire de France à partir de l'aune bonapartiste. On ne peut pas. Enfin, bonapartiste au sens de Napoléon Ier. C'est pas un incident de l'histoire, si vous voulez. C'est juste, c'est un homme qui a terminé des temps troublés par une grande politique, peut-être trop grande par rapport au temps qui était le sien, parce que c'était déjà plus le temps des grandes guerres de conquête, fondamentalement. On va parler un peu d'économie maintenant. Je vais poser une question simple. Quelles conséquences aurait pour la France une sortie de l'euro? Alors, comme nous on a fait une conférence assez lourde là-dessus par mon ami Xavier Dupré sur la sortie de l'euro, et qu'il y a les documents, particulièrement le document Sapir-Murer sur qui a la grande note sur la sortie de l'euro, on va essayer d'être rapide. Bon, théoriquement, on pourrait, en cas de sortie coordonnée de l'euro, ce serait relativement indolent pour l'économie française. Mais ça n'aura pas lieu. Parce que les Américains ont trop besoin de l'euro pour le faire, et les Allemands ont trop besoin de l'euro. Donc ça se passera mal. Mais ça, c'est pas grave. Parce que c'est soit... Voilà, c'est très simple, vous êtes sur un bateau. Vous avez le choix, ou dans un avion, vous avez le choix entre des turbulences et un crash. Vous prenez quoi? Vous prenez les turbulences, je comprends. Vous avez le choix entre ça tangue un peu, vous avez le mal de mer, et un naufrage. Vous prenez le mal de mer, on est d'accord. Bon, la sortie de l'euro, c'est ça. On va un peu tanguer, il va falloir redéfinir en 3 parties, c'est-à-dire constitution de fonds souverains, nationalisation de la dette, dévaluation. Il va falloir faire 3 pôles qui vont être très rapides, ce sera une affaire d'heure. Mais pour 90% des Français, croyez-moi, ça sera $1. À l'échelle internationale, ça va être boum. Oui. Là, on va changer de paradigme parce qu'on sera en totale hétérodoxie. Là, ça va être drôle pour le coup. Là, il va y avoir de la vie. Parce que, ou alors, on reste dans l'Union Européenne et là, c'est la mort. Ça, c'est sûr. Pour tout le monde. Même pour l'Allemagne, quoi qu'elle en pense. Ce sera la mort pour tout le monde. Alors, entre la mort certaine et l'aventure, une aventure qui, de toute façon, parce qu'il y aura d'évaluation, ne peut pas mal se finir. On va tanguer. La France a été envahie une dizaine de fois, démembrée au moins 3 fois. On a déjà tangué de manière beaucoup plus lourde dans notre histoire, ça va. Le principal argument des gens qui pensent que la sortie de l'euro serait une catastrophe tourne autour de la dette. Ouais, hein. Il lui arriverait quoi, la dette, pour ces gens-là? La dette, elle est en contrat de droit français, d'accord, pour la majorité. Donc, Or, ils n'ont pas le droit d'exiger, ça c'est le droit international qui le dit, un créancier ne peut pas exiger le type de monnaie dans lequel il entend être payé. Donc, ils seront payés en francs, et soit ils seront payés avec du retard, soit ils seront payés, je parle des créanciers internationaux, hein. Les créanciers français, on va les gérer à la japonaise, il n'y a pas de problème. Les créanciers internationaux, c'est soit ils ont leur contrat de dette en droit français, sauf une part légère qui, elle, faudra statuer dessus. Ceux qui sont dans des droits autres que le droit français, faudra statuer dessus. Mais si vous m'accordez 2 minutes, on va faire une petite leçon d'histoire, parce que ça, je trouve l'argument totalement malhonnête. Malhonnête pour 3 raisons. Premièrement, un État n'a pas... Vous ne pouvez... Une démocratie, contrairement à ce que croit M. Raffarin, appartient à ses citoyens. Elle n'appartient pas à ses créanciers. Ce que M. Raffarin avait osé dire au micro de M. Apathy, au grand intellectuel devant l'éternel. Mais
Je vous rappelle que l'intendant aux finances de Louis XV disait la France fait faillite une fois par génération pour se mettre au pair. C'est un changement d'époque. Hein. Et ça vient de la Révolution française. Ça fait partie d'un des mauvais legs, parce qu'il y en a des bons, contrairement à ce qu'on croit, de 1789. Fondamentalement, un État peut répudier sa dette. Pourquoi? Parce que la dette d'État, c'est rentable. Et il n'y a pas de raison que ça le soit à tous les coups. De temps en temps, une dette, ça doit être risqué. C'est drôle d'ailleurs. Tous ces gens qui vous parlent de risques, le smicard devrait prendre des risques avec son SMIC, ou sont au-dessous du SMIC, pour monsieur Lamy, socialiste, encore heureux. C'est drôle, tous ces gens-là sont obsédés par le risque, ils n'investissent que dans la valeur la plus sûre, qui est la dette étatique. Faites ce que je dis, hein. Faites ce que je dis. Ça, c'est malhonnête. Premièrement. Deuxièmement, la dette, il va falloir la renationaliser parce que l'euro, c'est l'internationalisation de la dette. Parce que l'euro va avec la financiarisation, et la financiarisation, c'est l'internationalisation des dettes mondiales. Bon, la fin de l'euro, c'est le début de la définanciarisation de l'économie, oui. Parce que, je suis navré de le dire, on évalue un projet de société en termes collectifs, pas en termes individuels. Or, le projet de financiarisation du monde, je suis désolé, pour la majorité des gens, ça a été rentable? Vous êtes sûr de ça? Bon. Dernier point. Par perspective libre, j'avais interrogé Roberto Lavagna, l'homme qui a sauvé l'Argentine, l'homme qui a dévalué. Il avait fait un plan budgétaire dans lequel, quand l'Argentine reviendrait sur les marchés, on attendrait 6 mois pour lui reprêter parce qu'elle avait fait défaut. Lui, il a cru à la vengeance des marchés parce que M. Lamy, parce que des amis de M. Lamy, parce que toute cette oligarchie l'avait même menacé personnellement. Et il a dit, bon, pendant 6 mois, ils ne vont pas nous prêter. Vous savez en combien de temps ils ont prêté à l'Argentine après son retour sur les marchés? 3 jours. Ils veulent faire de l'argent, il faut comprendre ça. Ce sont des affairistes. Et un affairiste ne peut pas se permettre la rancune. C'est tout. Ils sont forts en gueule. Mais s'ils menacent des puissances souveraines, oui, avec l'arme médique. Parce qu'à un moment, si on veut revenir à l'archaïque de la fonction politique, qui est la signification de la mort, on peut y jouer aussi à ça. Alors nous sommes des gens polis, ils ont intérêt à le rester aussi, et ils le resteront, croyez-moi. Tous les pays qui ont fait défaut, la grande vengeance des marchés, trouvez-moi un point où elle a eu lieu. Et l'Argentine en ce moment n'est pas un point comme ça, parce que les fonds vautours qui emmerdent l'Argentine pour 15 milliards à peu près, à peine. Derrière eux, il y a l'État américain. S'il n'y avait pas l'État américain, ce serait coucou-panier. Voilà. Voilà ce que c'est la puissance de ces gens-là. Tigres de papier, avant tout. Concernant le système économique français, est-ce qu'on vit dans un système ultra-libéral, comme le clame Marine Le Pen, ou dans un système socialiste, comme l'avancent les libéraux? Alors, si vous voulez, essayons d'avoir un minimum de définition conceptuelle. Le socialisme, c'est la part de l'économie qui est donc porte facilement ouverte, socialisée, c'est-à-dire qui est accessible à tous. Cette part-là, elle se réduit en France. Bon. Elle se réduit depuis 40 ans. Le service public s'effondre. Alors, les libéraux vous diront, oui, mais il y a la pression fiscale. D'accord. Venons-y à la pression fiscale. La pression fiscale en France, elle n'est pas due à l'État. Les dépenses de l'État s'effondrent depuis des années. Les dépenses des collectivités territoriales augmentent. Vous savez pourquoi? Par clientélisme. Or, les libéraux ont toujours voulu la décentralisation pour recréer des seigneurs féodaux. Pourquoi ils se plaignent? Ils ont ce qu'ils ont voulu. Le problème, c'est que les seigneurs féodaux, c'est dépensiers. Bah oui, parce qu'avant, il y avait la tutelle administrative du préfet, qui disait non, monsieur Fraîche, non, on ne va pas donner 2 millions d'euros à l'agence de communication dans laquelle travaille votre femme pour tester auprès des gens une campagne de publicité pour débaptiser la région Languedoc-Roussillon pour en faire Septimanie. Vous vous rappelez de cette affaire-là? Septimanie? Je crois entre 1 et 2 millions. Avant la décentralisation, le préfet aurait pu dire « Nine, terminé ». On n'a plus le droit. Contrôle, plus d'opportunités, mais de légalité. Les actes étaient légaux, tendancieux mais légaux.
Donc 2 millions de jetés par la fenêtre. Ça, c'est tous les jours, la gabegie. D'accord? Les libéraux ont voulu ça. Ils l'ont voulu ça. Bon. Or, l'ultralibéralisme, vous voulez, l'ultralibéralisme, lui, ça dépend quelle définition vous donnez aux choses. Parce que l'ultralibéralisme, c'est plusieurs projets de société, c'est pas qu'un seul. Voyez celui qui a fait les meilleures études là-dessus, qui est certainement Serge Audier, néolibéralisme paru chez Grasset. Le courant néolibéral et ultralibéral, c'est plusieurs dizaines de chapelles qui entre elles se détestent. Celles qui ont gagné sont celles qui ont commué leur haine de l'État par une reprogrammation de l'État. Je m'explique. Les ultralibéraux qui veulent que l'État gendarme, que l'État maigrisse et disparaisse, voire même qu'il n'existe plus du tout, comme les Randiens. Ces gens-là sont de doux illuminés, parce qu'eux-mêmes ne pourraient pas vivre dans le monde qu'ils veulent. Il y en a beaucoup dans le 16e arrondissement. Très bien. Retirons les forces de police pendant 3 semaines du 16e arrondissement et donnons la nouvelle aux banlieues. Qu'il n'y a plus de flics du tout dans le 16e arrondissement et qu'il n'y a plus de police, qu'il n'y a plus d'État. Ils tiennent combien de temps? Ils tiennent pas les 3 semaines, je vous le dis tout de suite. C'est des quartiers qui tournent au pillage. Très vite. Donc, si vous voulez, ces écoles radicales-là, randiennes et autres, sont de doux illuminés, sont les libertariens. Les autres pensent que l'État peut être reprogrammé pour faire advenir la société de marché. Ça a bien marché au Japon ou en Corée. Et c'est dans l'élite française. Ils ne veulent pas déréguler, ils veulent faire une régulation alternative. Ils ne sont pas cons. Vous savez pourquoi? Parce que... Est-ce que l'image de l'État chez Hobbes vous dit quelque chose? Vous savez, un grand monarque avec des milliers d'hommes dans son ventre. C'est une peinture. Et c'est marqué au-dessus de lui, nulle force au monde ne peut s'opposer à lui. Le Léviathan. Or, le seul moyen de détruire le bouclier le plus solide du monde, c'est de lui lancer la flèche la plus solide du monde. Et le seul moyen de tuer l'État, c'est pas de l'extérieur, comme l'ont cru les anarchistes, ou certains anarcho-capitalistes. C'est de le tuer de l'intérieur. C'est-à-dire parce que l'État, c'est des millions d'hommes et de femmes qui bossent dans le même sens tous les jours. C'est une force inarrêtable. Mais si vous retournez cette force-là contre lui, vous le tuez. C'est ce que l'Union européenne a fait. Et c'est ces libéraux-là qui ont gagné. Les démocrates chrétiens, les Deloriens, les ultras n'ont pas gagné. Les Friedmaniens étaient beaucoup plus intelligents que les hommes de l'école autrichienne. Les hommes de l'école autrichienne étaient des radicaux. C'est pour ça qu'on les a mis de côté. Mais leur projet est devant eux, de quoi ils se plaignent? C'est pas eux qui l'ont fait. C'est surtout de ça de quoi ils se plaignent. C'est-à-dire que le projet a été fait, ils ne sont pas passés à la caisse. Ouais, je comprends. Fondamentalement, nous vivons dans ce mix-là, qui est un mix d'ultralibéralisme et de projet, qui retourne la logique étatique contre l'État. Ce qui fait au passage qu'à la fin, c'est plus un projet idéologique, c'est un projet de prédation. C'est pour ça que les petits entrepreneurs, dont je supporte le libéralisme, parce que pour eux, ils s'imaginent être des self-made man. Ils ne se rendent pas compte que le cadre légal de leur entreprise, que tout ça, c'est permis par l'État. Mais eux, ils sont la tête dans le guidon, donc je ne peux pas leur en vouloir. Mais pour eux, la vie est difficile, pas à cause de l'État, parce que l'État doit les pressurer, eux, pour que Madame Bettencourt ne paye pas d'impôts. Parce qu'elle, elle n'en paye pas, quasiment pas. Eux, oui. Vous comprenez? Et la martingale. C'est une logique étatique retournée, au service du libéralisme. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez de plus en plus en doctrine, par Madame Cantos-Perber et ses amis, le terme de social-libéral. C'est parce qu'ils ont compris la logique qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Encore heureux d'ailleurs. Voilà. Donc si vous voulez, Marine Le Pen a raison. Elle a raison, mais une part des libéraux a raison de son point de vue. Le problème, c'est que pour eux, le vrai problème, parce que j'en côtoie beaucoup, c'est que le projet s'est fait sans eux. Voilà. Et qu'ils se sont fait doubler par des démocrates chrétiens qui pour eux étaient des mous. Le problème, c'est que les mous, d'un point de vue darwinien, sont redoutables, parce qu'ils sont nombreux et organisés.
qui est trop radical est insignifiant. C'est ce que beaucoup de libéraux français ont appris par la construction européenne. Elle a fait ce qu'eux voulaient, mais sans eux. Triste. Rueff a été le premier cocu de cette affaire-là. Remarquez, ça lui fera les pieds, il avait qu'à pas trahir le droit. Une dernière question. Est-ce que vous croyez à une forme de libéralisme de l'intérieur, comme a pu Philippe de Villiers en a parlé, je crois, protéger à l'intérieur, protéger à l'extérieur, libérer à l'intérieur? Si vous voulez, moi je le dis sincèrement, ce système-là, qui est d'ailleurs très en vogue aujourd'hui dans une part de l'ultra-droite, ça rappelle les écrits de Guillaume Fay ou des choses comme ça. Mais lui, il le parle à l'échelle continentale, en bon ancien Digresse. Moi, j'y crois absolument pas. Pour une raison qui est simple. Philippe de Villiers, ce qui est drôle d'ailleurs, et ça se voit aussi la vacuité des conseils qu'il avait, est quelqu'un qui voulait être libéral-conservateur. Alors, libéral-conservateur, ça existe dans des pays qui ont une vraie tradition de conservatisme. Et pour moi, vu que un des plus grands experts du conservatisme américain est un de mes amis, le philosophe Paul Gottfried, je suis assez en accord avec lui pour vous dire que ça n'existe qu'en Angleterre. Quand vous êtes libéral-conservateur ou libéral-conservateur et catholique, il y a beaucoup d'intellectuels qui essayent de faire des mix en France. Vous finirez soit catholique, soit conservateur, soit libéral. Parce que ce sont des logiques. Si vous êtes quelqu'un de cohérent avec vous-même, après si vous revendiquez, ce que quelqu'un que j'aime beaucoup, elle l'a fait lors d'une de mes conférences, Chantal Eldelson. Elle a dit, mais moi je revendique de ne pas suivre le principe de non-contradiction. Très bien. Là vous faites une idiosyncrasie individuelle, qui sont passionnantes pour l'historien des idées que je suis. Passionnantes. Regardez Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, il était réactionnaire, contre l'idéologie du progrès, libéral, et il a accepté 1789. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais ça, c'est des idiosyncrasies individuelles, ça ne fait pas de système politique collectif. Individuellement, vous pouvez être ce que vous voulez. Carpe, lapin et fromage, si vous voulez. Ça, c'est une idiosyncrasie, si vous vivez bien avec. Mais les systèmes collectifs ont besoin de logique inhérente. Quand vous libéralisez complètement une société interne et que vous en faites une société de marché, parce que l'économie de marché et la société de marché, ça va ensemble. Le rêve d'Hassan II de faire un Maroc féodal et ultra moderne en même temps, allez à Marrakech, vous allez m'en dire des nouvelles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous faites un pays très libéral à l'intérieur, vous allez créer une classe comprador, une classe très riche par la libéralisation, qui va demander à devenir encore plus riche, et qui fera pression sur vous en tant que gouvernant, pour libéraliser les échanges internationaux, parce qu'elle s'en fout, ses avoirs sont déjà à l'extérieur. Et ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut être cohérent avec soi-même. Quand vous voulez un système régulé, il faut qu'il soit régulé et que la puissance de l'État soit indiscutée, à l'externe comme à l'interne. Car on tombe toujours par là où on penche. Je peux vous dire, il y a un libéralisme qui peut tenir pour la France. Une certaine dose de libéralisme. C'est ce que faisait Michel Debré. Michel Debré, à chaque fois qu'il libéralisait quelque chose, il mettait derrière une autorité de contrôle. Vous voyez, pour avoir autorisé 3 opérations de bourse, il aura foutu la cope dans les pattes. C'est-à-dire, sans que l'État bouge, l'État contrôlait encore plus. Et en termes de liberté individuelle, les mecs étaient encore plus libres. Mais ils étaient encore plus libres d'aller dans le bon sens. Ou alors ils étaient encore plus libres d'en prendre une. Et ça, si vous voulez, dans la mentalité française, je pense que c'est le meilleur système. Parce que je ne crois pas au greffe institutionnel. Il y a des systèmes de greffe et il y a des systèmes de rejet institutionnel. On ne peut pas dire, oui, on va faire ça parce qu'en Suède on le fait, au Japon on le fait, au Mozambique on le fait, dans un bled paumé autour de La Paz, on le fait. Non. Un système institutionnel doit être cohérent avec lui-même et cohérent avec la pensée du peuple auquel vous le mettez, sur lequel vous le mettez. Sinon, vous faites des plans d'ajustement structurel de type FMI, c'est-à-dire, il y a un problème en Inde,
ajustement structurel, il y a un problème sur la Lune, ajustement structurel, le même. Et ça ne marche pas, ça fait des programmes électoraux. Oui, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui écoutent. Est-ce que vous pouvez finir avec un mot rapide, un mot d'espoir pour la France? Il y a un homme très bien que j'aime beaucoup qui tient un site qui s'appelle De Defensa. C'est un très bon analyste stratégique de la question américaine. Et lui, il connaît très bien les Américains. Il le dit souvent, les Américains n'auraient certainement pas survécu à la période 1870, 1914, 1940. 2 défaites, une boucherie. Nous nous sommes battus avec plus de la moitié du monde, nous Français. Comptez les années de paix dans l'histoire de France. Pas tant que ça. Nous avons été démembrés, envahis. Nous avons failli disparaître un certain nombre de fois. Nous sommes toujours là. Et comme le disait Pierre Boutan, qui est quelqu'un dont j'aime énormément le souvenir et l'œuvre, Pierre Boutan écrivait dans La Nation française: à tous ceux qui pensent que la France est morte, la France vous enterrera. Et la France nous enterrera tous. Et à titre personnel, je souhaite que la France m'enterre. Parce que j'aurais pu la passer comme mon père me l'a transmis. Et fondamentalement, tous ceux qui ont annoncé que la France était morte, comme les gens irremplaçables, il y en a plein les cimetières. Nous sommes toujours là.